plaisir d'accueillir dans une approche qualitative pour comprendre de façon plus pertinente et plus fouillée la perception des médecines complémentaires parmi et dans le système suisse. Nous avons le plaisir d'accueillir Julie Dubois. On va essayer de respecter le temps, notamment pour des Suisses. Je suis désolé que nous soyons en retard. Bienvenue parmi nous. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de faire vite. Tout d'abord, je voudrais juste préciser que je ne suis pas docteur. Contrairement à ce qui était marqué dans le programme, je suis anthropologue de la santé. Je n'aimerais pas usurper de titre. En revanche, l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui fait par contre partie de mon travail de doctorat que je suis en train actuellement de mener. Et donc, il s'agit d'une étude sur la perception des thérapeutes de médecine complémentaire quant à leur rôle dans le système de santé suisse. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord vous présenter quelques définitions qui ont alimenté mes réflexions et mon choix pour ce sujet d'étude. Ensuite, j'aimerais quand même vous dire quelques mots du contexte, de la situation des médecines complémentaires en Suisse, puisqu'elle est probablement très, très différente de la situation en France. Et finalement, j'en reviendrai au cœur du sujet, à savoir cette étude, les résultats de cette recherche. Et tout ça en essayant de ne pas trop parler. Alors, eh bien, évidemment, je n'arrive pas à changer média. Voilà. Alors, la première définition est celle de la médecine complémentaire que vous connaissez peut-être tous déjà, qui est celle de l'OMS, que je trouve très intéressante. L'OMS qui décrit les médecines complémentaires comme étant un vaste ensemble de pratiques de soins de santé qui n'appartiennent pas à la tradition du pays et ne sont pas intégrées dans le système de santé dominant. Alors, je dois dire que j'aime beaucoup cette définition, puisqu'à la fois elle est très large et montre aussi qu'il est en fait presque impossible de vraiment classifier des thérapies comme étant de médecine complémentaire ou de médecine conventionnelle, puisque tout va dépendre à la fois du système culturel et de santé dans lesquels ces pratiques prennent place, et aussi des enjeux institutionnels et de pouvoir à l'œuvre dans ces systèmes. À titre d'exemple, rapidement, aux États-Unis, on considère la prière comme une médecine complémentaire, alors que ce n'est généralement pas le cas en Europe. Et pour prendre un exemple plus proche, la chiropraxie en Suisse n'est pas considérée comme une médecine complémentaire, alors qu'elle l'est en Belgique et aux États-Unis. Et j'ai voulu regarder, je dois dire, pour la France, et je ne suis pas tout à fait sûre de la réponse. J'avais l'impression qu'elle était reconnue comme une profession de santé. Néanmoins, une autre définition, enfin un autre terme que je trouve très important, celui de médecine intégrative, qui est de plus en plus utilisé dans les milieux médicaux pour décrire la combinaison de la médecine conventionnelle et de la médecine complémentaire dans les soins apportés aux patients. Je vous donne ici la définition du National Center for Complementary and Integrative Health, qui dit que la médecine intégrative rassemble de manière coordonnée les approches conventionnelles et complémentaires. Alors, cette définition et de nombreuses autres définitions de la médecine intégrative est ouverte à de nombreuses interprétations. En effet, quelle thérapie intégrer, comment, où, à l'hôpital, en ambulatoire, par qui également, et est-ce qu'on parle d'une véritable collaboration entre médecine complémentaire et médecine conventionnelle, enfin entre thérapeutes de ces deux médecines, d'une appropriation par la médecine conventionnelle de certains traits des médecines complémentaires, enfin la question reste ouverte. Voilà. Alors, outre les nombreuses définitions de la médecine intégrative, on voit aussi apparaître de nombreux modèles conceptuels dans la littérature sur la manière de pratiquer cette médecine intégrative, mais aussi très peu, finalement, de réflexion sur la réalité du terrain, de comment, en fait, prennent place réellement ces essais de médecine intégrative. Alors, les auteurs que je cite ici soulignent notamment la question des tensions et des contradictions qui existent entre les différents paradigmes médicaux et qu'on essaie de rassembler sous ce terme de médecine intégrative. Et ils soulignent également la difficulté de réconcilier des visions différentes des mécanismes de causalité des maladies et de leur traitement, ainsi que des visions différentes de la santé et de la maladie. Voilà, c'était pour faire un petit peu rapidement le tour de ces questions donc autour de la médecine intégrative que je trouvais finalement mal définie ou souvent avec une réflexion peu développée autour de ce qu'on appelle médecine intégrative. Et ça m'a mené à faire ce sujet. Mais maintenant que j'ai dit à quel point le contexte devait être pris en compte avant d'étudier les médecines complémentaires, je vais vous dire quelques mots de la situation des médecines complémentaires en Suisse.
Alors, voilà un graphique tiré d'une étude de 2015, pardon, qui montre qu'en fait, il y a quand même une grande part de la population suisse qui utilise les médecines complémentaires, puisque au cours des 12 derniers mois, donc là c'était en 2012, maintenant ça a augmenté, mais un quart de la population adulte avait eu recours à au moins au moins une fois à une thérapie de médecine complémentaire. Donc en tout cas, en Suisse, c'est quelque chose d'assez populaire. Chez nous, il y a également plus de 27 000 thérapeutes enregistrés. Je pense qu'on arrive même plutôt proche des 30 000 aujourd'hui. Et par contre, la pratique de la médecine complémentaire n'est pas réglementée au niveau fédéral. Et il incombe au canton, en fait, de fixer les règles qui vont permettre aux thérapeutes d'exercer. Or, de nombreux cantons ne réglementent pas du tout l'exercice des médecines complémentaires ou ne conditionnent pas cet exercice à l'obtention d'un diplôme reconnu ou à l'obtention d'une autorisation de pratique formelle. De plus, on a vraiment une grande diversité d'écoles et de formations à disposition, dont la qualité varie, ainsi que le nombre d'heures demandées pour obtenir un diplôme. Alors, depuis quelques années, la Confédération a créé des diplômes qui sont reconnus au niveau fédéral. Les diplômes, depuis 2015, diplôme fédéral de médecine alternative et diplôme fédéral de thérapeute complémentaire, qui vous donnent un titre qui, lui, est reconnu, notamment un titre... vous pouvez être thérapeute de médecine complémentaire, un diplôme fédéral de thérapeute complémentaire en shiatsu, par exemple. Et il existe aussi, depuis 2014, une formation au niveau master pour l'ostéopathie. Et finalement, comme vous le savez peut-être, nous avons en Suisse un système d'assurance maladie obligatoire qui couvre en fait la plupart des prestations de soins. Mais pour toutes les prestations de soins qui ne seraient pas couvertes par cette assurance obligatoire, nous avons la possibilité de souscrire à des assurances facultatives qu'on appelle assurances complémentaires. Et ces assurances complémentaires remboursent pour la plupart également les traitements de médecine complémentaire. Mais tout le monde n'a pas une assurance complémentaire, donc tout le monde ne peut pas se faire rembourser les traitements de médecine complémentaire. Alors, je crois que je suis même en avance, c'est incroyable. Voilà, donc cette mise en bouche, c'était vraiment pour vous expliquer un peu, voilà, donc ma réflexion, quel est le contexte dans lequel se passe cette recherche. Et finalement, je vais vous présenter les résultats de cette recherche, qui sont donc, je rappelle, la perception des thérapeutes de médecine complémentaire quant à leur rôle dans le système de santé suisse. Alors, cette recherche avait 3 objectifs principaux. Comprendre si et comment les thérapeutes de médecine complémentaire souhaitent renforcer la réglementation de leurs pratiques. Comprendre si et comment les thérapeutes souhaitent développer des collaborations avec la médecine conventionnelle. Et également comprendre comment les thérapeutes définissent ce terme de médecine intégrative. Alors, il a fallu que, évidemment, vu le nombre de thérapeutes qui existent et la différence qui existe entre ces différentes thérapies, j'ai choisi de me concentrer sur 3 des thérapies les plus populaires en Suisse romande, qui sont la naturopathie, l'ostéopathie et l'acupuncture. Et je me suis donc restreinte à la Suisse romande et notamment à 2 cantons, qui sont les cantons de Vaud et de Genève. Et donc, pour aller interroger les thérapeutes par rapport aux objectifs que je viens de vous présenter, j'ai fait 8 entretiens de groupe qui réunissaient entre 3 et 10 personnes chacun. 2 entretiens de groupe avec des naturopathes, 1 par canton, puis 3 entretiens de groupe, 3 avec les ostéopathes, 3 avec les acupuncteurs. Et vu qu'ils étaient nombreux dans le canton de Vaud, j'ai même eu la possibilité de faire 2 focus group, par exemple chez les ostéopathes, 2 focus group dans le canton de Vaud, partagés par âge, donc un focus group avec des ostéopathes de moins de 40 ans et un focus group avec des ostéopathes de plus de 40 ans. Avec l'idée peut-être que, vu que nous avions ces nouveaux diplômes qui se mettaient en place, les plus jeunes seraient éventuellement plus favorables à ces diplômes ou plus ouverts à la collaboration. Enfin, voilà. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas finalement beaucoup de différence entre les âges.
Et vous voyez qu'à Genève, pour les naturopathes, j'ai finalement pu faire un entretien de groupe qu'avec 3 personnes, ce qui est très peu. En fait, ils ne sont pas venus. Tout simplement, c'est les aléas de la recherche un petit peu. Et ensuite, j'ai mené une analyse thématique des retranscriptions, c'est-à-dire que tous les entretiens de groupe ont été retranscrits, verbatim, puis codés, c'est-à-dire qu'on assigne des codes à des bouts de phrases, puis tous ces codes ont été regroupés sous des sous-codes plus larges, puis enfin sous des catégories générales qui sont les catégories que je vais vous présenter maintenant. Alors, donc, les résultats, enfin, l'analyse a permis de dégager, donc, comme je disais, 4 catégories principales. La première est quelles sont les spécificités de la médecine complémentaire par rapport à la médecine conventionnelle. Quels sont les avantages et inconvénients des diplômes reconnus au niveau fédéral, les avantages et inconvénients d'une réglementation étatique plus stricte, les défis de la collaboration avec les praticiens de la médecine conventionnelle et enfin les définitions de la médecine intégrative. Alors pour le premier point, excusez-moi, les thérapeutes, en fait je vais vous montrer ici des résultats très généraux vu le temps que j'ai à ma disposition, donc je vais vous montrer plutôt les thèmes sur lesquels les thérapeutes étaient d'accord. Mais il faut regarder peut-être à l'esprit que quand même, il y avait aussi beaucoup de points où entre les différentes thérapies, les avis n'étaient pas les mêmes. Mais ici, je vous montre plutôt les choses universelles, disons. Alors, les thérapeutes dans les 3 thérapies ont généralement défini la médecine complémentaire par opposition à la médecine conventionnelle. On la définissant comme étant plus holistique et centrée sur le patient, et en soulignant souvent ce qu'ils identifient comme des lacunes dans la médecine conventionnelle pour démontrer ce qu'ils peuvent apporter au système de santé. Et ces lacunes, notamment, sont le manque de temps passé avec les patients. Donc, les thérapeutes estiment avoir beaucoup plus de temps à disposition pour voir leurs patients. Et ils estiment aussi que la médecine conventionnelle était trop centrée sur les symptômes et pas assez sur les causes, en fait, des maladies ou des douleurs. Ensuite, ils se sont souvent définis comme ayant un rôle proche de ce qu'ils considèrent comme étant un médecin généraliste à l'ancienne. Donc, un médecin qui aurait du temps à passer avec ses patients, qui les connaît aussi, qui connaît leur contexte de vie, leur histoire familiale, qui va les suivre sur un très long temps, voire qui va suivre une famille sur plusieurs générations. Et ils ont aussi souligné l'importance, ce que faisait apparemment un médecin généraliste à l'ancienne, de pouvoir toucher le patient lors des traitements, de palper. Donc, la notion de toucher a été souvent évoquée. Et enfin, ils ont aussi souligné quels étaient, selon eux, les domaines d'intervention dans lesquels ils pouvaient apporter quelque chose au système de santé, à savoir la prévention des maladies, la gestion des patients chroniques, souffrant de maladies chroniques, et des patients souffrant de douleurs chroniques notamment, et l'accompagnement des traitements conventionnels, par exemple la gestion des effets secondaires des traitements anticancéreux. Ensuite, sur les avantages et les inconvénients des diplômes, de ces nouveaux diplômes, ou d'une meilleure réglementation de leur profession, cette question a fait l'objet de nombreux débats entre les thérapeutes, soit à l'intérieur d'une même thérapie, mais aussi, enfin, les avis divergent. Il y a vraiment pas, ça a été des fois assez mouvementé même, les discussions. Alors, les arguments pour une meilleure réglementation ou pour la création de diplômes reconnus au niveau fédéral, ce serait donc justement ça apporterait une meilleure reconnaissance des thérapeutes, à la fois auprès des patients, de la population, mais aussi auprès du système de santé et des politiques. Ça apporterait également une meilleure protection aux patients, puisque actuellement, justement, comme je disais, on peut s'installer assez facilement comme thérapeute sans avoir forcément besoin de montrer patte blanche. Et une meilleure, soit des diplômes vraiment reconnus, soit une meilleure réglementation permettrait d'ailleurs aussi une meilleure protection des patients. Sur la question de la protection des patients, il y avait aussi la question de pouvoir être remboursé par les assurances de base. Si un jour ces thérapies sont reconnues comme faisant partie de l'assurance de base, ça évitera une médecine entre guillemets à 2 vitesses où certains peuvent être remboursés et d'autres non. Et enfin, ils ont évoqué la possibilité de pouvoir exercer en milieu hospitalier. Les contres,
C'était la crainte de perdre une certaine liberté en ayant une pratique trop encadrée, et aussi ils voyaient un risque de formatage et de standardisation de leurs techniques par le biais des nouveaux diplômes. Ensuite, les défis de la collaboration entre médecine conventionnelle et médecine complémentaire. Alors, même si de nombreux thérapeutes en fait, collaborent déjà ou ont déjà collaboré avec des professionnels de la santé, notamment le plus souvent des médecins généralistes, des gynécologues, des infirmiers, infirmières et des pharmaciens ou pharmaciennes. Ils ont souligné une espèce de méfiance à leur égard et un manque de connaissance de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont capables de faire, des domaines dans lesquels ils peuvent intervenir. Ils ont également souligné ces problèmes de réconciliation, de visions différentes du monde, sur les mécanismes de la santé et de la maladie. C'était notamment le cas chez les acupuncteurs, puisque l'acupuncture utilise un système vraiment explicatif de la santé totalement différent d'une autre. Ils ont aussi souligné la nécessité d'un langage commun, de pouvoir, soit eux, adapter leur langage, soit créer un langage commun, mais en tout cas qui permette de pouvoir mieux communiquer avec les praticiens de la médecine conventionnelle. Et enfin, mais là, je ne vais pas rester trop là-dessus, ils ont discuté de la notion de preuve, le problème de réussir à prouver quelles étaient, l'efficacité de leur traitement. Et sur la définition de la médecine intégrative, qui est un peu le sujet finalement, personne ne connaissait ce concept pratiquement. Et quand je leur ai demandé de le définir un peu selon ce qu'ils imaginaient, ce qui ressortait, c'était une collaboration de tous les acteurs impliqués dans le traitement des patients. La nécessité de savoir aussi, reconnaître ses limites et savoir quand renvoyer des patients vers un autre spécialiste. Et des craintes de voir en fait la médecine conventionnelle prendre le pouvoir sur la médecine complémentaire et n'en retirer que ce qui les intéresse. Voilà, alors, pour discuter rapidement, donc en fait, on a quand même affaire à 3 professions bien différentes, même si j'ai plutôt insisté sur ce qui les rapprochait. Des professions différentes, notamment dans les domaines d'intervention, et dans leur point de vue sur la réglementation et les diplômes, et sur la collaboration avec la médecine conventionnelle. Les ostéopathes étaient en général plus favorables à une collaboration que les naturopathes, par exemple. Pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, mais... Et les préoccupations exprimées aussi concernant la collaboration et l'intégration, il me semble, font écho aux inquiétudes qui sont émises à l'égard du concept de médecine intégrative dans la littérature. Donc, je me disais, comment concilier des visions du monde différentes et quel sera l'impact des relations de pouvoir sur les collaborations. Voilà, pour terminer, je crois que si j'ai encore le temps, oui. Donc, les thérapeutes s'identifient comme des acteurs à part entière du système de santé suisse, même si là, c'était rapide, je n'ai pas pu vraiment le montrer, mais ils ont vraiment toute une réflexion aussi sur leur propre pratique, sur ce qu'ils peuvent apporter, sur la manière dont ils peuvent l'apporter, sur aussi la manière de communiquer. Enfin, c'était vraiment des données très riches et intéressantes. Par contre, on voit que l'absence de réglementation de ces professions risque d'entraver la possibilité de mieux les intégrer dans le système de santé. Sans diplôme reconnu ou sans réglementation, c'est vraiment effectivement difficile d'entrer notamment dans les lois sur la santé, par exemple. Et enfin, le contexte sociopolitique, socio-sanitaire et les éventuels déséquilibres de pouvoir ne peuvent pas être mis de côté lorsqu'on parle de médecine intégrative. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jules, de cette présentation. Sur les définitions, on sent bien que vous avez une envie d'être très carré et vous référez à la définition de l'OMS, mais on sent que non seulement les Américains ont évolué du NCCIH, ils étaient avant sur NCCAM, et donc on voit à quel point en français il y a 100 mots sensiblement pour décrire toutes ces pratiques. Donc est-ce que finalement il y a un besoin aussi important de clarification, et je trouve que vous avez très bien présenté en disant qu'il y a des avantages et des inconvénients à cette clarification et à cette définition et à cette peut-être effectivement réglementation dans les années qui viennent. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de ce travail qualitatif, il y a vraiment fondamentalement, et vous n'avez pris que 3 métiers pour l'instant, imaginons que l'OMS en parle de 400, mais est-ce qu'on va plutôt vers de la convergence ou plutôt vers une entropie des pratiques et des noms de métiers, etc., etc.
Non, moi je pense qu'on va plutôt vers une convergence. D'ailleurs, c'est l'avantage de c'est pour ça que j'ai choisi cette définition. Effectivement, il en existe des centaines probablement, mais j'aime bien cette définition parce qu'elle permet une créativité et donc elle permet probablement de créer cette convergence. Et oui, moi j'ai l'impression qu'en fait, quand on parle de médecine intégrative, on décrit simplement un processus, hein, que ce soit la médecine conventionnelle qui l'intègre ou pas. De fait, les gens utilisent, en tout cas en Suisse, je pense que c'est assez généralisé, les gens utilisent de plus en plus des formes de ce qui est aujourd'hui considéré comme des médecines complémentaires et qui, à force d'être utilisé et d'être en termes banalisés, qui n'est pas du tout le bon mot, mais vont verser du côté de la médecine conventionnelle. Donc pour moi, c'est de la convergence et c'est quelque chose qui est tout le temps mouvant et qui n'est jamais définitif. D'accord. Vous aviez envie d'aller plus loin tout à l'heure et vous êtes dit non, finalement, je ne vais pas en parler des différences entre ostéopathie, naturopathie et des tensions qu'il pouvait y avoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. C'est juste que les ostéopathes en Suisse ont une position maintenant qui est quand même très particulière puisqu'ils sont considérés, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais eux, ils sont considérés comme des professionnels de la santé, donc ils existent dans les lois sur la santé. Ils ont une formation au niveau master. Par contre, ils ne sont toujours pas remboursés par les assurances de base, mais en termes de reconnaissance implicite, en tout cas, ils ont déjà acquis ils ont déjà un meilleur niveau de reconnaissance, par exemple, que les naturopathes. Et donc, les enjeux qui sont liés pour eux au diplôme et à la régulation, ils sont moindres, en fait, que, par exemple, chez les naturopathes, qui sont de manière générale moins bien reconnus par le système de santé. Donc, on sent que selon le degré de reconnaissance que ces thérapeutes ont déjà ou non, ils vont plus ou moins se battre dans une direction ou dans une autre pour être reconnus. Je veux dire, enfin, vraiment, la reconnaissance était un problème important pour les naturopathes, un peu moins pour les acupuncteurs, mais je n'aurais pas quantifié, hein, et probablement encore moins pour les ostéopathes. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a de nombreuses différences entre les métiers et entre les gens. Hein. J'ai aussi interrogé une cinquantaine de personnes, donc c'est représentatif que de l'échantillon que j'ai interrogé, les résultats que je vous montre également. Et des gens qui ont bien voulu accepter de me répondre aussi. Une question est posée par les internautes autour de la prévention. En fait, vous avez évoqué effectivement la partie thérapeutique. Est-ce que vous les voyez aussi dans une utilité vis-à-vis des projets ? C'est expliqué par l'internaute par projet de santé publique, mais effectivement dans des actions de prévention primaire. Alors, en tout cas, c'est ce qu'eux me disaient, oui. Ils ont insisté sur cette capacité qu'ils ont à intervenir finalement avant que la maladie se déclenche. Donc, notamment, principalement là aussi pour l'acupuncture et la naturopathie, où eux voient vraiment leur domaine d'action dans ces phases de prévention, de rester en bonne santé en fait, d'éviter de tomber malade et de vraiment préserver sa santé et son corps à travers des thérapies telles que l'acupuncture ou la naturopathie. C'est ce qu'évoquait le professeur Falissard en parlant ou en évoquant les prodromes, c'est-à-dire détecter très précocement des troubles avant qu'ils deviennent trop graves. Et donc effectivement, on peut se situer là dans de la prévention primaire ou dans de la prévention secondaire pour éviter que les problèmes s'aggravent. Une autre question, évidemment, vient, j'imagine, de Français. Sur le remboursement en Suisse, on a besoin d'avoir plus d'informations parce que vous avez des modèles économiques très innovants. Et vous avez évoqué aussi la question autour des hôpitaux. Est-ce qu'il y a une différence forte dans les prises en charge entre les pratiques? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mutuelles qui ont des particularités en matière et donc des spécialités finalement dans les INM, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt élargi? Et deuxième élément, est-ce que dans les structures hospitalières, il y a pareil des hôpitaux qui vont se spécialiser dans un certain nombre de pratiques? Au contraire, ce sont des équipes, comme vous le dites, très multidisciplinaires sur lesquelles on va faire intégrer progressivement des experts du domaine? Alors, concernant les assurances, donc non, en général, toutes les assurances qu'on appelle nous complémentaires, hein, qui n'ont rien à voir avec les médecines complémentaires, mais toutes ces assurances facultatives complémentaires couvrent pour la plupart l'ensemble des thérapies complémentaires. Donc, il n'y a pas de mutuelle spéciale, disons, spécialisée. Quant aux hôpitaux, l'enjeu, en fait, est justement le remboursement, puisque... Déjà, il y a 4, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a 4 thérapies qui, depuis 2014, sont remboursées par l'assurance de base, si elles sont effectuées par les médecins. Donc, il s'agit de l'homéopathie, de la médecine anthroposophique
et les deux autres m'échappent. Mais donc c'est plutôt culturel en fait. Donc il y a peut-être que vous connaissez pas la médecine anthroposophique d'ailleurs, qui est vraiment une spécificité suisse et allemande. Mais on a des hôpitaux par exemple de médecine anthroposophique en Suisse. Mais la règle plutôt, c'est que chaque hôpital, voire chaque service, intègre un peu les thérapies qu'il peut intégrer, à savoir, vu qu'on ne peut pas rembourser les thérapies qui ont été effectuées par des gens qui sont des médecins, des thérapeutes de médecine complémentaire, on va rembourser. Par exemple, dans l'hôpital où je travaillais, il y avait une sage-femme qui faisait de l'ostéopathie. Donc, elle proposait de l'ostéopathie dans son service et elle était remboursée comme sage-femme. Donc, on pouvait rembourser les soins des patients. Mais en fait, ça va beaucoup dépendre du service et des personnes dans l'hôpital qui savent ou ne savent pas faire telle ou telle thérapie. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment, je dirais, très local comme décision. Merci beaucoup Julie. Je crois que vous avez montré à quel point, à la suite de Laurence Verneuil, il faut aussi faire de la recherche qualitative, il faut aussi faire des recherches en sciences humaines. C'est tellement complexe, ces pratiques sont tellement complexes, ces contextes de thérapeutique sont tellement complexes, donc l'apport des sciences humaines et ce regard-là est absolument indispensable, que ce soit l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, la philosophie. Je crois qu'on a besoin de chercheurs comme vous pour éclairer de notre regard la manière dont les patients vivent les pratiques, mais aussi comment elles sont organisées dans des institutions qui doutent encore dans certains cas de figure. Je pourrais citer la direction française sur la concurrence qui a fait un rapport assassin sur ces pratiques en 2019, mais en fait c'est ne pas connaître bien le sujet et le but du jeu est d'aller plus loin et d'approfondir le sujet et ça se passe aussi et nécessairement par des méthodes qualitatives. Merci infiniment.